Bonjour à tous. Donc vu les circonstances actuelles, je vais devoir donner mon cours en ligne. Donc pour ça, j'ai choisi de faire une vidéo enregistrée et puis j'utiliserai la séance habituelle pour répondre aux questions et peut-être apporter des compléments. Donc mon cours va porter sur le consensus. Donc pour ça, je vais probablement faire plusieurs vidéos en plusieurs parties pour que ce soit plus facile pour vous de suivre le cours. Donc je pense qu'il y aura 5 parties. Donc la première sur la définition du consensus, qu'est-ce que ça différent par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, notamment quelles sont les différences dans le modèle, parce que c'est ça un peu qui va changer. Et puis du coup c'est un nouveau problème que vous allez découvrir. Je vais donner des petits exemples dans les cas faciles, où il est facile de résoudre le consensus. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous parler de l'impossibilité, un théorème d'impossibilité, un théorème extrêmement connu en algorithmique distribuée. Donc on va voir ça en deuxième partie. En troisième partie, je vais vous proposer du coup une des solutions apportées, une des solutions les plus connues aussi, qui s'appelle l'algorithme Paxos, qui donc résout le consensus dans les cas où c'est possible, parce qu'il y a le terme des possibilités qui du coup limite les cas où c'est impossible. Ensuite, on va parler des bornes, un peu dans quel cas aussi, dans quel cas c'est impossible. Donc en fonction notamment du nombre de pannes qu'il va y avoir dans le réseau. Donc on va avoir plusieurs théorèmes d'impossibilité qui précisent un peu les théorèmes qu'on avait précédemment. Et en dernière partie, si vraiment il y a le temps, s'il y a le temps, je vais vous parler aussi un petit peu des blockchains. Et donc quel est le lien entre les blockchains et le consensus? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça et on peut trouver beaucoup de sites de vulgarisation qui disent que les blockchains résolvent le consensus, ce qui bien sûr n'est pas vrai, c'est-à-dire que ça va pas annuler les théorèmes d'impossibilité qu'on avait précédemment. Donc voilà, donc je vais commencer par introduire le consensus et puis notamment le modèle dans lequel il est étudié, qu'est-ce que c'est comme problème et qu'est-ce que ça a de différent par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc pour ça, je vais prendre ma présentation comme ça. Donc la grosse différence dans le modèle par rapport à ce que vous avez vu, c'est notamment l'introduction de la notion de panne, en fait. Donc les pannes, qu'est-ce que ça implique? On va avoir un problème très très simple un problème très simple dans lequel on va voir que le fait qu'il y ait des pannes va vraiment poser plein de problèmes, en fait. Donc pour ça, on va commencer par introduire le problème qu'on appelle le problème des généraux, des deux généraux. Donc je vais faire un grand 1, le problème des deux généraux. Et donc le problème c'est quoi en fait? C'est que donc on a deux généraux qui sont comme ça, hop, et qui veulent attaquer un château ou une ville au milieu. D'accord, donc le but c'est, ils ont chacun une armée, et ils veulent attaquer cette ville assiégée. Alors du coup, on va dire que même, ils peuvent pas se parler, donc c'est-à-dire qu'on va supposer par exemple qu'ici il y a des montagnes, avec une forêt par exemple, hop, donc ils peuvent pas se parler directement, mais ce qu'ils aimeraient par contre, c'est faire une action coordonnée, donc c'est-à-dire que on aimerait soit, je vais coller ça ici, hop, on aimerait qu'il y ait deux possibilités en sortie de cet algorithme. Soit les deux attaquent la ville, soit les deux battent en retraite. Donc les deux solutions sont convenables. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que l'un des deux généraux attaque et l'autre batte en retraite. D'accord, ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc on voit qu'en fait ça modélise énormément de situations, notamment par exemple un cas typique aussi, c'est quand vous allez retirer de l'argent à un distributeur. Donc le distributeur communique avec la banque
Et le mécanisme du scripteur, c'est soit il vous donne l'argent et l'argent est débité de votre compte, soit il ne vous donne pas de l'argent et l'argent n'est pas débité de votre compte. On ne veut pas que l'une des deux actions soit effectuée et pas l'autre. D'accord? Donc on veut pas que, enfin, notamment la banque ne veut pas vous donner l'argent sans que votre compte soit débité. Et inversement, vous ne voulez pas que votre compte soit débité sans que vous ayez l'argent. Donc en fait, on veut que les actions soient faites de manière coordonnée. Donc ici c'est très bien représenté par les armées qui doivent attaquer ensemble. S'il y en a une des deux qui attaque, elle va se faire écraser. Si les deux attaquent, on peut dire qu'elles vont gagner. Et puis si les deux battent en retraite, on va dire qu'ils sont contents parce qu'ils n'ont rien perdu. Et c'est pas très grave. Donc ça, c'est le problème des deux armées. Et donc, pour se coordonner, les deux généraux peuvent communiquer en utilisant des messages. Donc ils peuvent s'envoyer des messages en passant, notamment par exemple, en prenant un messager qui passe par la forêt. Donc ils peuvent s'envoyer des messages pour dire par exemple qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu veux attaquer, est-ce que tu veux battre en retraite. Et donc ça c'est facile de voir que si tout fonctionne bien, par exemple le premier général peut dire à l'autre bon on attaque, l'autre lui dit oui et ils attaquent en même temps. Le problème c'est que, et c'est ça peut-être la nouveauté par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est on va supposer que les messages peuvent cracher, donc, ou en tout cas ne pas être reçus correctement. Donc qu'est-ce qui se passe quand on introduit la notion de panne en fait? Il y a la notion de panne, mais il y a aussi la notion de on ne sait pas trop combien de temps le messager il va prendre pour arriver, pour traverser la forêt en fait. D'accord. Donc peut-être parce que ça dépend des conditions météorologiques ou je sais pas, voilà, on sait pas trop, il peut y avoir des effets qui font que le message peut prendre un certain temps. Donc on peut voir un algorithme assez simple, on peut voir un peu comment ça fonctionne. Ce serait par exemple de dire bon voilà, on a les deux généraux et on pourrait dire le premier message ce serait le premier général qui dit à l'autre est-ce que tu veux attaquer, et l'autre lui répond ok. Donc dans ce cas B se rend compte que A est ok, A il voit bien que B voulait attaquer, donc on peut supposer que la conclusion de cet algorithme, chacun prend une décision d'attaquer. Donc alors là on se dit bon est-ce qu'on a résolu le problème? On peut voir un autre scénario qui serait avec le même algorithme, qu'est-ce qui se passe si la réception du message, l'acknowledgement, il a échoué en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à B. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, pour A, dans les deux cas, A voit la même chose. C'est-à-dire qu'il voit le message de B qui veut attaquer, et il répond OK. Donc A, dans ce cas-là, va aussi attaquer selon notre algorithme. Mais B, lui, n'a pas reçu la réponse de A. Donc il n'est pas sûr que A était OK ou pas. Peut-être d'ailleurs qu'il a envoyé d'autres messages, il lui a dit alors, mais que ce message n'est pas arrivé à A. Il a dit on fait quoi? Mais ce message n'est pas arrivé non plus à A. Et donc au bout d'un moment, en fait, voilà, il sait pas ce que A veut faire, s'il est OK ou pas. Donc B ici, en fait, on n'a pas de... Il sait pas quoi faire. Peut-être même qu'il va battre en retraite en disant s'il n'y a pas de réponse, il bat en retraite. Voilà, donc en tout cas, là ici on a un problème. Alors on pourrait se dire, c'est pas grave, on va peut-être rajouter, donc ça ce serait peut-être l'algo 1, qui ne fonctionne pas. Alors on pourrait se dire, on va faire un deuxième algorithme, l'algo 2, et on pourrait se dire, alors cette fois-ci on va faire ça un peu plus intelligemment, on va dire que B demande à A, est-ce qu'on attaque? Ensuite B va attendre la réponse de A, et A, quand il répond OK, A va attendre d'être sûr que B ait bien reçu sa réponse OK. Notamment, B doit du coup renvoyer un message en disant OK. Donc du coup, là maintenant, A est sûr que B a bien reçu la réponse. Donc là, on a aussi le cas où les deux attaquent.
Voilà, donc là, A est sûr que B a bien reçu, donc on ne peut pas se retrouver dans ce cas-là. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe si maintenant on a la même chose, A répond OK, B répond OK, mais ce message n'arrive pas. D'accord? Donc dans ce cas, B n'est pas au courant que ce message n'est pas arrivé. Donc pour lui, B il se retrouve dans la même situation ici ou ici. Pour lui, c'est pareil. Il a envoyé attaque, A lui a répondu OK, et lui, il a renvoyé OK pour dire qu'il a bien reçu le OK de A. Donc B va attaquer. Le problème, c'est que A, lui, n'a pas reçu le deuxième acknowledgement de B. Donc du coup, il attend la réponse de B. Peut-être même qu'il va lui renvoyer un message en disant alors, qui ne va jamais arriver à B. D'accord? On fait quoi? Qui va jamais arriver à B. Et donc du coup, A ne sait pas si finalement B a bien reçu son OK ou pas. Donc il ne sait pas ce que fait B. Peut-être que B n'est plus OK pour ça. Peut-être que B attend, donc A n'a pas envie d'attaquer tout seul. Donc du coup, A ne va pas attaquer. Et on sera dans une situation où ça ne marchera pas. Donc en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on ajoute un acknowledgement, et ben on a toujours un problème finalement dans le cas où les messages arrivent jusqu'au dernier acknowledgement et le dernier acknowledgement n'arrive pas. Et du coup, il y en a toujours un qui n'est pas sûr que l'autre est au courant de son choix. Donc ça, c'est vraiment un problème le fait que deux personnes, enfin, deux machines de processus ou deux armées de généraux aient la même connaissance, et en fait, c'est pas possible dans le cas où les messages peuvent ne pas arriver et les communications sont asynchrones. C'est-à-dire on sait pas, parce qu'on pourrait se dire, bah, si on attend un certain temps et que le message n'arrive pas, c'est qu'il a été perdu. Mais le problème ici, c'est que les messages peuvent mettre du temps. Donc en fait, quand un message n'arrive pas, on pourrait toujours se dire, bon bah, et en fait, c'est juste qu'il est très 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 lent. En tout cas, on peut pas être sûr qu'il n'est pas arrivé, quoi. Donc là, ici, je vais rajouter les conditions pour que ça marche pas, en fait. Hein. C'est que les messages, ils sont non fiables et asynchrones. Là, c'est les deux choses qui font que ça nous pose problème dans ce cas-là. Donc ça, c'est un problème assez simple, puis c'est facile de voir que ça marche pas, mais en tout cas, on voit bien que le fait que dès qu'on introduit des pannes, en tout cas, ça pose des problèmes nouveaux dans nos algorithmes distribués. Donc maintenant, on va regarder vraiment qu'est-ce que c'est que le consensus. C'était ça que je voulais présenter à la base. On va voir que c'est quand même assez similaire à ce qu'on vient de voir. Alors pour le consensus, déjà, on va préciser un peu le modèle. Alors du coup, là, on est dans la partie modèle et les spécifications du consensus. Hop. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors on va supposer maintenant que les communications sont fiables, d'accord? On suppose qu'elles sont fiables. Donc c'est-à-dire que chaque message qui est envoyé arrive correctement. Alors on n'a pas de garantie sur le fait que ce soit que les channels soient FIFO, etc. Mais en tout cas, un message qui est envoyé arrive. D'accord? Donc je vais le mettre en jaune, c'est fiable. Alors après, elles pourront être soit asynchrone, soit synchrone. On verra différents cas. On commencera par le cas synchrone et puis après on verra qu'est-ce qui se passe dans le cas asynchrone. Mais en tout cas, on aura ces deux possibilités-là. Ok. Ensuite, donc ça finalement ça ressemble à voilà, c'est ce que vous aviez jusqu'à maintenant dans les différents cours, dans les cours précédents.
De la même manière, on a n processus, P1 jusqu'à Pn, et ici on va supposer qu'ils sont tous connectés, d'accord? Pour simplifier, on peut étudier les cas où ils sont dans un graphe de communication qui n'est pas complet, hein, mais ici, pour simplifier, on va supposer qu'ils sont tous connectés. Donc c'est-à-dire graphe de communication complet. Voilà. Alors ensuite, là, quelque chose de nouveau par contre par rapport au cours précédent, c'est que les processus peuvent tomber en panne. Donc on va dire qu'il y a deux cas, soit ils sont corrects, soit en panne. Donc on dit pour ça qu'en fait, alors au début on va regarder les pannes franches, d'accord, donc un processus en panne franche, c'est-à-dire qu'il arrête de fonctionner. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il n'envoie plus de message, il ne reçoit plus de message, il n'exécute plus rien. Voilà, donc ça c'est un processus en panne franche. Alors après on verra une autre sorte de panne, on le verra, on définira après, qui serait une panne un peu arbitraire, en fait, où le processus se met à faire n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle les pannes byzantines. Pour le moment, on va juste prendre le cas simple des pannes franches, comme ici. Alors, qu'est-ce que c'est que le consensus dans ce modèle-là? Donc, le problème du consensus. Je vais le mettre en vert. Hop, voilà. Alors, en fait, chaque processus a une entrée. Donc, chaque processus, PI, a comme entrée une valeur VI. Et ce qu'on veut en sortie, en fait, c'est que chaque processus décide une valeur. Donc, PI décide une valeur DI. Alors, la valeur décidée par un processus n'est pas forcément la valeur qu'il avait en entrée. D'accord, donc, mais le but c'est que justement les processus se mettent d'accord sur la valeur à décider. Donc on peut voir ça un peu comme, alors, si on prend un exemple de la vie courante, on a un groupe d'amis qui veut aller au cinéma, et donc il y a un ensemble de films à l'affiche, et chaque personne propose par exemple un film à aller voir, donc ça ce serait la valeur VI proposée, en fait la valeur en entrée de processus, on appelle ça des fois la valeur proposée par pays, et le but c'est que tous les amis ils veulent aller voir le même film, d'accord, donc finalement quel que soit le film qu'ils vont voir ils seront contents. Le plus important c'est pas forcément le film parce que tous les films leur conviennent, en tout cas tous les films que un des amis a proposé ça leur convient. Par contre ce qui est absolument important c'est qu'ils aillent voir le même film. Ils n'ont pas envie qu'un groupe d'amis, qu'une partie du groupe aille voir un film et le groupe l'autre un autre film. Et ce qu'on veut, c'est plusieurs propriétés. Et d'ailleurs, les propriétés qu'on a dans un algorithme, on appelle ça la spécification du problème, en fait. D'accord, donc l'algorithme, il fait quelque chose, notamment chaque processus décide, mais on aimerait que globalement, l'ensemble des processus répondent à une spécification. C'est ça, c'est les propriétés globales en fait qu'on veut sur l'ensemble des processus. Alors ici, on a plusieurs propriétés qu'on veut vérifier. La première chose, c'est que tout le monde soit d'accord. Donc notamment, on va appeler ça l'accord. Donc l'accord, c'est quoi? C'est que la valeur décidée est la même pour tous les processus. Correct, en tout cas. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un tombe en panne, on se moque en fait de ce qu'il a décidé. Alors on pourrait faire une version uniforme justement où même quelqu'un qui ne tombe pas en panne, avant de tomber en panne, s'il a décidé quelque chose, il a décidé la même chose en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un ami qui voulait venir, même si sa voiture tombe en panne en allant au cinéma, il avait prévu d'aller voir le même film que les autres. D'accord. Donc ça c'est pour l'accord, donc voilà, on veut que tout le monde décide la même chose. Alors c'est pas suffisant, juste ça,
Notamment, par exemple, pour le moment, par exemple, imaginez que personne ne décide rien. Pour le moment, bah, ça répond à la spécification. Hein. C'est-à-dire que toute valeur décidée est la même pour tout processus. C'est vrai parce que personne n'a rien décidé. Donc, ou alors aussi, il y a quelque chose qu'on pourrait dire, c'est que quelqu'un décide quelque chose et puis change d'avis. Alors ça, on veut interdire ça, d'accord? Donc on veut, ça va être ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, c'est tout processus décide au plus une fois. D'accord? Comme ça, on interdit le fait de changer d'avis, en fait. Une autre propriété, c'est la validité. La validité. Validité, c'est quoi? C'est que on veut que les valeurs décidées par les processus soient une des valeurs proposées, d'accord? Parce que sinon c'est pareil, ce serait trop facile, en fait, tout le monde proposerait, tout le monde déciderait une valeur arbitraire, enfin qui ne serait pas une des proposées, c'est-à-dire que chaque ami voulait voir un film, et puis finalement tout le monde décide quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui a été proposé. Ça, ce serait trop facile, et ce serait pas cohérent, en fait, notamment dans des problèmes un peu plus réalistes, hein, par exemple si on considère que le consensus se fait sur une valeur, par exemple, quelle transaction doit être exécutée dans une banque, par exemple, on veut que ce soit une transaction qui soit en attente dans le buffer. On ne veut pas que la transaction acceptée soit la transaction vide, et parce que sinon, à chaque fois, on accepte la transaction vide, et puis finalement, on n'accepte rien du tout. Donc ici, on veut que la valeur décidée à la fin soit quand même une valeur proposée pour qu'on avance, quoi. D'accord, donc ici, toute valeur décidée doit faire partie des valeurs proposées. Et la dernière chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que, quand même, ça termine. Au bout d'un moment, il faut que les gens décident. Donc ça, c'est la terminaison. La terminaison, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a au moins... Enfin, en tout cas, oui, c'est que tous les processus corrects décident. Tout processus correct décide en temps fini. Donc au bout d'un temps fini. Voilà, donc c'est-à-dire que, pareil, encore une fois, on s'intéresse pas aux processus en panne qui, eux, bah, vu qu'ils sont en panne, s'ils sont tombés en panne avant de décider, bon ben, tant pis pour eux, quoi. Donc ça, c'est le problème du consensus. Et donc maintenant, on va s'intéresser à quelques exemples, en tout cas dans des cas simples, comment on peut résoudre ce problème-là, lorsque notamment qu'il n'y a pas de panne ou que le système est synchrone. Donc on va voir des premiers exemples simples, et on terminera sur ça, cette partie du cours. Et dans la prochaine vidéo, on verra dans les cas plus compliqués comment ça se passe. Donc exemple. Alors déjà on va faire dans le cas où il n'y a pas de panne. Pas de panne. Alors en fait on peut faire beaucoup d'algorithmes différents, dont plusieurs d'ailleurs n'auraient pas vraiment beaucoup d'intérêt à être implémentés, mais qui fonctionnent très bien en fait et qui répondent à la spécification. Alors par exemple un algo qui serait pas très intéressant mais qui répond au problème quand même, ce serait par exemple de dire finalement il n'y en a qu'un seul, il y a un processus qui décide et qui pour tout le monde. Donc en gros ça serait une solution centralisée. Donc on peut dire qu'il y a un leader dans le groupe qui ignore les choix des autres et qui dit de toute façon moi je propose ma valeur et on va voir celle-là. Et vu que tout le monde se laisse influencer par lui, on va dire ben voilà, tout le monde prend sa valeur. Donc l'algo ce serait quoi? Ce serait de dire si je suis le premier processus, je diffuse ma valeur, donc V1, et je décide V1, et décide V1. Donc c'est-à-dire que je choisis comme voilà, je décide, maintenant je peux plus changer d'avis, je décide d'aller voir V1. Si je ne suis pas le processus P1, c'est-à-dire que si je suis PI avec I plus grand que 1, alors j'attends le message de P1, donc notamment ça va être sa valeur V1, et je décide V1. Voilà, donc du coup,
Donc le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est le fait d'attendre un message, mais comme ici on n'a pas de panne, du coup on sait que le message va arriver, enfin on sait qu'en tout cas P1 n'est pas en panne, donc comme les messages envoyés arrivent correctement, puisque les communications sont fiables, on sait qu'au bout d'un certain temps, le message va finir par arriver. Donc tous les messages, tous les processus en attente vont recevoir leur message et vont être débloqués et vont décider finalement la même valeur V1. Donc là tout le monde va décider V1. Donc ça répond bien à la spécification, hein, on vérifie. Est-ce que la valeur décidée est la même pour tous les processus? Oui, parce que tout le monde décide V1. L'intégrité, est-ce que tout processus décide au plus une fois? Oui, ils décident tous au plus une fois, personne n'a changé d'avis. Est-ce que toute valeur décidée fait partie des valeurs proposées? Oui, parce que V1 fait partie, est la valeur proposée par P1, donc c'était la valeur d'input de V1, de P1. Est-ce qu'on a la terminaison? Est-ce qu'au bout d'un certain temps fini, tous les processus décident? Oui, parce que comme les messages arrivent en temps fini, tout le monde va décider en temps fini. Donc on a résolu le consensus dans ce cas-là. Et ça marche en synchrone et en asynchrone. Donc à quoi ça ressemble si on fait un diagramme? En fait on a P1, par exemple là on a P2 et P3. Du coup P1 envoie sa valeur à P2 et P3. Oups. P1. Et décide fait 1. Ici, P2 décide V1. Et ici, P3 décide V1. Voilà. Donc ça, le problème de cette chose-là, c'est que c'est centralisé. Bon, c'est-à-dire que c'est toujours P1 qui décide finalement, qui choisit la valeur pour tout le monde. Donc voilà. Mais après, c'est un algo qui fonctionne très très bien. On va faire juste un deuxième algorithme pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Une manière de faire, ce serait, avant de décider quand même, de regarder un peu les valeurs de tout le monde. Parce que peut-être qu'il y a des valeurs qui sont... On pourrait imaginer qu'on a une fonction un peu qui nous permet de dire quelles sont les meilleures valeurs dans un ensemble de valeurs. Par exemple, si on va avoir un film, si tout le monde propose des valeurs, on pourrait se baser par exemple sur les avis qu'on trouve sur Allociné. On va regarder un peu le nombre d'étoiles d'Allociné. Si plusieurs valeurs sont proposées, on va prendre celle qui a la plus grande, les meilleurs avis. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on pourrait se poser que d'abord tout le monde diffuse sa valeur. Donc au début, c'est je diffuse ma valeur VI. Ensuite, j'attends toutes les valeurs des autres processus. Donc du coup, je vais avoir un ensemble V de valeurs en fait. Donc j'ai un ensemble V qui contient toutes les valeurs de tous les processus. Et ensuite, je décide f de V, et puis donc ça, ce serait par exemple f, ça pourrait être une fonction qui, de manière déterministe, retourne une valeur qui nous convient. Donc, par exemple, ça pourrait être... Alors si on a un ordre, en fait, si on a un ordre sur les différentes valeurs, on veut par exemple minimiser ce... ou alors s'il y a un coût à accepter une valeur, on pourra retourner le min de toutes les valeurs. Donc si on a un ensemble de valeurs V, on décide le min de toutes les valeurs. Ou alors on pourrait décider par exemple la majorité. Donc si jamais il y a une valeur qui est proposée par beaucoup de processus, on pourrait avantager cette valeur-là. On pourrait décider la valeur qui a été proposée de manière majoritaire. Et puis si jamais il y a des majorités égales, dans ce cas on applique une fonction qui prend le min. Mais voilà, donc là déjà c'est un peu plus intelligent, mais en fait ça marche, ça répond à la spécification de la même manière que l'algorithme précédent. Donc là d'accord, si on fait un schéma, donc on a tous les processus qui diffusent leur valeur. Des fois ça peut être assez rapide,
faire un peu ça mieux. Hop. Ça peut être un peu assez rapide, des fois ça peut être assez long. Mais on voit qu'ici, P1 est au courant de toutes les valeurs, donc il peut décider. Ici, P2 on va dire décide, est au courant de toutes les valeurs, donc décide. Et ici, P3 est au courant de toutes les valeurs, donc décide. Et ils décident tous la même chose. Donc chacun décide en temps fini, tout le monde décide la même chose. Il décide au plus une valeur. Et la valeur fait bien partie des valeurs proposées, donc on a bien les 4 spécifications qui sont remplies. Voilà, donc ça c'était pour le cas où il n'y avait pas de panne. Donc finalement c'était facile parce que quand on attend une valeur, on sait qu'elle va arriver. Parce que si on attend un message d'un processus, on sait qu'il va arriver parce qu'il n'est pas en panne. D'accord, donc on sait que son message va arriver. Alors maintenant on peut regarder le cas avec panne. Avec panne. Et synchrone. Qui est aussi un cas un peu plus facile à réaliser. Le cas avec panne synchrone, finalement, on a un gros avantage qui est que, comme les communications sont synchrones, alors qu'est-ce que ça veut dire synchrone? Ça veut dire, bon, c'est-à-dire qu'en fait, le temps pour transmettre un message est borné par une bande connue, c'est-à-dire qu'on sait exactement combien de temps au maximum vont mettre les messages. D'accord? Donc, notamment, ici, voilà, si je suis le processus P2, j'attends un message du processus P1, je sais qu'il va arriver avant une borne delta. Donc du coup, s'il m'envoie un message, voilà, il descend, je sais qu'il va arriver là, donc je sais combien de temps je vais attendre. Et dans le cas où ce message n'arrive pas avant la borne delta, c'est soit que le message a été perdu, soit que le processus finalement ne l'a pas envoyé. S'il ne l'a pas envoyé alors qu'il était censé l'envoyer, c'est qu'il est crashé. Donc si je ne reçois pas de message avant la borne delta, c'est que le processus est crashé. Donc du coup, j'ai une manière assez simple de détecter les crashs. Si je sais que P1 doit envoyer un message, et que je ne le reçois pas avant la borne delta, c'est qu'il est crashé. D'accord? Donc du coup, voilà, on a une manière très simple de détecter les pannes, et quand on détecte une panne, en fait, ça nous aide énormément pour résoudre le problème. Donc déjà, on peut... un algo assez simple, ça pourrait dire, en fait, on fait le même algo que l'algo 2 qui est ici. Algo 2, je vais l'appeler bis. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde diffuse sa valeur. Donc je diffuse ma valeur VI. Ensuite, j'attends delta. V est l'ensemble des valeurs reçues. Donc du coup, voilà, tout le monde va diffuser sa valeur. Et puis si jamais il y a un processus qui crache, les autres ne vont pas recevoir le message. Donc on voit que au moment delta, donc lui, imaginons qu'il soit craché, bon, tous les processus corrects ont reçu la même chose. Donc en fait, l'ensemble V est le même pour tous les processus corrects. D'accord? Donc du coup, si je décide F de V, et bien tous les processus corrects vont décider la même chose. Donc du coup, on va avoir les mêmes propriétés que dans l'algorithme précédent. D'accord? Donc du coup, voilà. Pourquoi? Parce que au bout d'une ronde, en fait, on a détecté qui était en panne, et du coup, on peut ignorer leurs valeurs, on ne va pas les attendre. Donc on a les valeurs de tous les processus corrects, et du coup, on peut décider, tous les processus corrects vont décider de la même manière. Alors là, j'ai fait une petite simplification, c'est que on voit que j'ai utilisé le fait qu'on puisse diffuser une valeur, donc broadcaster une valeur à tous les autres processus, et que tous les processus corrects la reçoivent, quel que soit d'ailleurs l'état de mon processus. Parce que imaginez qu'un processus commence à diffuser mais tombe en panne juste après. Pour que mon algo fonctionne, il faut que tout le monde ait bien reçu la valeur. Même si mon processus P3 là est en panne, il faut que P1 et P2 aient bien reçu la valeur pour que tout le monde ait bien la même valeur V
l'ensemble V des valeurs. Donc pour ça, en fait, on a des méthodes pour faire ça. Donc c'est l'algorithme de la diffusion fiable, c'est-à-dire que on peut diffuser une valeur et tous les processus corrects vont la recevoir de la même manière. C'est-à-dire que soit ils la reçoivent tous, soit ils la reçoivent pas du tout. Même si celui qui a envoyé crache. D'accord, donc pour faire ça, sachant qu'en fait il faut faire ça de manière séquentielle, il faut d'abord envoyer un message à l'un, envoyer un message à l'autre. On voit bien que si jamais mon algo il crache ici, en fait, juste après avoir l'envoyé au premier, et du coup ce message-là n'est pas envoyé, il faut que la diffusion se fasse correctement. Donc en fait, vous pouvez voir dans les premiers cours, il y a déjà eu une discussion sur ça, sur comment faire en sorte, il faut que quand quelqu'un reçoit une valeur, il faut qu'il la rediffuse en fait aux autres, pour être sûr que tous les corrects aient bien la même valeur. Donc en fait, le delta, ici, c'est pas vraiment le temps qu'il faut pour l'envoi d'un message, c'est le temps qu'il faut pour qu'une diffusion se fasse de manière certaine. Donc une fois que le delta est passé, on est sûr que toutes les diffusions sont terminées et que du coup tout le monde a la même valeur V. D'accord ? Ça c'est diffusion fiable. Voilà, donc du coup c'est pour ça que du coup j'ai le droit d'utiliser la primitive diffusion parce que je sais que dans ce cas-là j'ai le droit de l'appeler et le temps qu'il faut pour qu'une valeur soit diffusée est borné par une borne connue et du coup je peux attendre. Là j'ai un timeout, j'attends delta et une fois que delta est passé, je sais exactement quelles sont les valeurs que j'ai reçues et quelles sont les valeurs que tout le monde a reçues, donc que tous les corrects ont reçues. Voilà, donc du coup c'est tout pour les exemples simples. Donc on voit que le problème du consensus c'est un problème vraiment fondamental qui paraît assez simple à premier abord, c'est-à-dire qu'il faut juste se mettre d'accord sur une valeur quelle qu'elle soit. C'est pour ça d'ailleurs que les algos même centralisés fonctionnent. Le but c'est juste d'arriver à se mettre d'accord sur une valeur quelconque, en tout cas une qui a été proposée par un des processus. Donc on voit que voilà, donc, dans le cas même avec des pannes ça fonctionne bien, à partir du moment où on est en synchrone. Si on n'a pas de panne, ça fonctionne très très bien. Et on va voir à la prochaine vidéo que, par contre, dès qu'on est dans le cas avec une panne et des communications asynchrones, alors là, par contre, le problème devient extrêmement difficile et même, on peut même voir on va même voir qu'il est impossible, d'accord, à résoudre. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo et puis du coup, on se retrouvera en cours pour discuter. Voilà, pour si vous avez des questions par rapport à ce problème-là. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur le théorème d'impossibilité du consensus en présence d'une panne dans le cas asynchrone. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.